Bonjour à tous. Je vais recevoir dans quelques instants un invité, mais pour introduire la discussion que nous allons avoir, il me semble utile de vous rappeler le contexte général. J'ai récemment eu l'occasion d'intervenir à différentes reprises, soit par écrit, soit dans des vidéos, soit éventuellement dans des séances de questions-réponses, sur les enjeux juridiques de l'IA, essentiellement, notamment plutôt en matière de droit d'auteur. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour bien vous rappeler les enjeux juridiques, je vous rappelle que et je ne suis pas la seule, divisé cette matière en deux phases. La première, que j'ai nommée dans mon ouvrage la phase amont, c'est celle dont on va parler aujourd'hui et qui est l'utilisation par les systèmes d'IA de milliards et de milliards d'œuvres, notamment visuelles, au moment de sa phase d'apprentissage. Et pour justifier cette utilisation, les sociétés qui exploitent ces IA vont invoquer différents fondements juridiques. Dans l'Union européenne, ce sera notamment l'exception dite de fouille de textes et de données. Et aux États-Unis, ce sera essentiellement le fair use, c'est-à-dire l'usage équitable. J'ai publié déjà 2-3 articles à ce niveau-là. Mon bouquin regorge d'informations sur ces notions, sur les notions elles-mêmes, donc je ne vais pas tout redéfinir. Là, je vous renvoie à mes précédentes publications. En la phase aval, par contre, c'est la phase pendant laquelle l'utilisateur de l'IA, vous et moi, allons donner des prompts à l'IA pour nous générer un contenu. Donc, par exemple, un contenu visuel, puisque c'est de ça que je m'occupe essentiellement. Et les questions qui vont se poser à ce niveau-là sont celles de la reconnaissance éventuelle d'un droit, que ce soit un droit voisin ou un droit d'auteur, à l'utilisateur de l'IA. Mais juridiquement et même éthiquement, on ne peut décemment pas accorder un droit en aval sur une création si en amont, on n'a pas réglé la question de l'éventuelle illégalité de l'utilisation des œuvres préexistantes. Et c'est à ce niveau-là, évidemment, qu'il y a des tas de systèmes qui sont en train de se mettre en place. J'ai beaucoup insisté, notamment la semaine dernière, dans le cadre d'une session de questions-réponses pour une chaîne YouTube, mais également lors de mes différentes formations et interventions, sur la nécessité de mettre en place des systèmes d'IA éthiques. Alors, ça peut passer par quoi? Ça peut passer par des labels qui sont éventuellement créés pour permettre à des sociétés exploitant les IA de justifier et d'affirmer, mais avec on va dire un fondement correct et précis, concret, d'affirmer que leur propre IA a été entraînée de manière éthique, c'est-à-dire que les auteurs des œuvres préexistantes ont bien été rémunérés. D'une part, ils étaient bien d'accord, ça c'est la moindre des choses, mais d'autre part, qu'ils ont été rémunérés pour que leurs œuvres servent à l'entraînement de l'IA. Et ça peut être aussi des systèmes comme ceux qui se mettent en place à droite et à gauche, qui vont permettre aux auteurs de déterminer si oui ou non leurs œuvres ont été utilisées et pourquoi pas aussi de calculer un mode de rémunération. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui précisément et parce que j'ai été contactée par un monsieur qui s'appelle Vincent L'Orphelin, qui va donc arriver dans un instant, et qui m'a d'abord transmis dans un premier temps deux articles qui ont été consacrés récemment dans la presse, un dans Libération, l'autre dans le quotidien belge Le Soir, à un système qu'il a mis en place dont on va parler aujourd'hui. Je vous mets les liens vers les deux articles de ces organes de presse. Alors, ils ne sont pas accessibles entièrement si vous n'avez pas d'abonnement, mais bon, comme ça, vous aurez les liens malgré tout. Et je vais accueillir donc dans un instant cet invité qui va m'expliquer comment il est arrivé à s'occuper et à s'intéresser à ça, et puis surtout comment marche le système qu'il a mis en place avec d'autres professionnels et dont il va nous parler dans un instant. Alors, ça ne veut pas dire pour moi que c'est une solution parfaite, moi je n'en sais rien. Au moment où je préenregistre cette intro, je n'ai pas encore fait la visio. Donc peut-être que je serai sous le charme du système, peut-être que je vais être sceptique, peut-être que je vais poser des questions qui vont permettre de réfléchir un peu mieux encore, je n'en sais rien. Moi j'enregistre ça même la veille, j'ai enregistré ça lundi 17 et puis j'ai programmé de faire cet entretien demain, mardi 18. Donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. Voilà, j'accueille donc mon invité. Donc, Vincent L'Orphelin, merci, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Joël Verbrugge. Écoutez, on va commencer de suite peut-être par vous permettre de vous présenter. Je crois que vous êtes économiste. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'IA, mais surtout du côté des auteurs, où c'est pas forcément l'aspect le plus rentable? Alors moi je suis consultant en stratégie sur les technologies émergentes, hein,
et en particulier sur leurs enjeux économiques, sociaux et sociétaux. D'accord. Et donc, à ce titre-là, je publie fréquemment des chroniques, hein, surtout dans Le Monde et Les Échos, mais aussi ailleurs. Mhm. Et je participe très régulièrement aux commissions ministérielles ou parlementaires en France essentiellement. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis sollicité pour les questions d'actualité. Et en ce moment, c'est évidemment l'AI générative, hein, qui soulève des questions abyssales. On le voit tous les jours. C'est vrai. Ok. Et je crois que vous avez créé une structure, je sais pas quelle forme exactement elle a, qui s'appelle Controverse, si j'ai bien vu. Enfin, Controverse écrit avec un 3. Oui, un 3 à la place du deuxième E. Voilà. Euh, donc l'idée c'est un think tank, hein, qui est indépendant euh, et qui est là pour il est indépendant, hein, c'est une association et qui a pour objectif, hein, d'éclairer le débat public. Alors vous allez me dire comme tous les think tanks, sauf que nous on ne fait pas de lobbying Ça, c'est et déjà un bon point. et en particulier, on a 70 entrepreneurs, des économistes, des experts, il y a aussi des avocats, Mhm. et qui se réunit fréquemment et qui publie, donc je vous l'ai dit, dans la presse, ou bien des rapports aussi. D'accord. Ok. Et donc maintenant, vous avez créé. Alors au départ, vous m'avez envoyé deux articles que j'ai affichés en fait dans mon intro, qu'on verra dans le montage final. Deux articles qui concernent un simulateur, Reward Simulator. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Donc, dans mon intro, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà expliqué les deux niveaux auxquels il y a des enjeux importants en matière d'IA et de droit d'auteur. Là, on est dans ce que moi j'ai appelé dans mon livre, je ne sais pas si vous l'avez lu encore, le niveau amont, c'est-à-dire au moment de la phase d'entraînement de l'IA, quand l'IA mange des milliards et des milliards d'images pour arriver à régurgiter quelque chose, enfin pas régurgiter justement, si possible, à créer, entre guillemets, quelque chose à partir de tout ce qu'elle a appris. Donc, comment marche votre outil? À qui ça se destine, etc. Voilà, la parole est à vous. Euh, alors, cet outil, d'abord le sujet, c'est effectivement un sujet d'apprentissage par des contenus originaux qui peuvent être sous droit d'auteur. Et la question qui se pose, hein, et il y a un débat public maintenant depuis 2 ans sur ce sujet-là, c'est est-ce qu'il faut la permission des auteurs? Est-ce qu'ils peuvent exprimer leur souhait de ne pas faire l'usage, que leur contenu soit utilisé pour l'entraînement des IA génératives? Et Mhm. si oui, est-ce qu'ils doivent être rémunérés? Bon, et on a un débat considérable sur ces sujets-là, avec deux prises de position extrêmement opposées, qui sont l'approche des GAFAM, qui disent, écoutez, nous, on est dans notre bon droit. J'imagine que vous avez expliqué dans votre introduction, ou dans vos écrits en tout cas, Les j'ai vu deux, à les plusieurs deux. reprises, la notion de fair use aux États-Unis Et voilà, l'exception de text and data mining dans l'Union européenne, donc la fouille de texte. et donc eux disent, écoutez, on est dans notre bon droit, hein, on utilise le fair use, et donc on a le droit de ramasser tout ce qu'il y a sur Internet et de l'utiliser gratuitement. Et les auteurs, de l'autre côté, alors ça avait commencé avec les scénaristes aux États-Unis, et puis aujourd'hui, je dirais que quasiment toutes les semaines, il y a quelque chose. Ouais. Là, Il y a une ribambelle de procédures, en effet. Oui. oui, avant-hier, c'était les auteurs de livres Oui, en France cette fois-ci. français Ouais. contre Meta. Bon, Mm. et il se passe, il y a je dirais plusieurs dizaines de procès dans le monde. Celui qui a ouvert le bal, c'est le New York Times aux Contre États-Unis. OpenAI. Ouais. Maintenant, finalement, je crois qu'il y a 277 organismes qui représentent les auteurs dans le monde, et je pense que tous sont associés à un ou plusieurs procès. Mm. Donc c'est un vrai gros sujet. Et il y a eu un débat au niveau de la IACT, hein,
pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que le régulateur s'en mêle ou pas, parce que les procès, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça Ouais, finit. Et il est probable qu'on en ait pour 15 ans. Hein. C'est ce qui s'est passé pour l'interprétation du fair use à propos de Google Books ouais. il y a quelques années. Le verdict a été rendu, je crois, que vous me confirmerez, au bout de 17 ans. Bon, donc, si on attend la réponse judiciaire, on en a peut-être pour 17 ans. Donc, on Ben, surtout passe qu'on à la a envie phase. d'avoir aussi des réponses judiciaires variées, parce qu'il y a déjà une réponse en Allemagne qui n'est pas bonne pour les auteurs. Et donc, le photographe allemand est en appel, ça j'en avais parlé dans l'affaire Kneschk. Oui, Il y a une réponse aux États-Unis il y a 2 semaines qui est les meilleure pour les auteurs, puisqu'on a écarté le fair use. Mais oui, dans l'affaire ça Ross, va dans tous les sens, en fait. Donc, dans l'affaire Ross Intelligence. ouais, c'est ça. Thomson Reuters contre Ross. Oui, Ouais. absolument. C'est assez récent aussi. Bon, un point pour les Voilà, auteurs, un mais point enfin, partout, balle au centre. c'était une start-up qui avait déjà quasiment déposé le bilan. Donc, on se dit, enfin, il faut bien commencer avec des petites affaires, hein, mais pour l'instant, l'affaire est très très loin d'être tranchée. Et puis, il y avait des vrais arguments d'un côté et de Oui, oui, l'autre. bien sûr. Et donc, donc le débat public est très nourri. Donc, l'idée de controverse, c'est qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent apporter comme lecture et pour éclairer le débat public de leur point de vue. Et en fait, on fait très vite le parallèle avec le piratage de masse de la musique Ouais. qui a Napster commencé et autres. en 2000. Ouais, Et en fait, bon, vous vous souvenez, Napster, BitTorrent, ouais, Imul, tout le monde téléchargeait des masses de musique sur son ordinateur et l'industrie musicale s'est effondrée. ouais. Ça a été une panique. Et puis est arrivé le moment Spotify. Donc la question qui se pose, c'est comment préparer le moment Spotify de l'IA générative. Une C'est-à-dire fois un qu'on autre modèle aura, économique dans lequel le partage devient plus facilement rentable, enfin rentable, en tout cas rémunéré pour les auteurs. oui, l'idée, c'est de dire, c'est une réponse entrepreneuriale. Comme d'habitude, un entrepreneur, quand il arrive dans un marché qui est bloqué ou où il y a une déficience de marché ou une dissymétrie ou un blocage, il intervient avec une solution qui est un modèle euh, économique, commercial, mais aussi juridique. Mhm. C'est une globalité. C'est ce qu'avait fait Spotify justement à l'époque et qui a permis de relancer l'industrie musicale et elle a retrouvé en 5 ans ce qu'elle avait perdu en 15 ans. De la même manière en termes de chiffres ou quand même moins élevé? Ah non, non, il a doublé. En 5 ans, il a refait les 30% de pertes qu'il avait eues dans les 15 années Oui, précédentes. mais je veux dire, par exemple, si on prend Spotify ou Deezer qui fonctionnent pareil, que ces deux entreprises-là arrivent à gagner de l'argent, c'est une chose, mais est-ce que les auteurs ou artistes-interprètes, de leur côté, sont arrivés à revenir à leurs revenus d'avant? Oui, c'est ce dont je parle. D'accord, ok, C'est ce dont je parle. Donc, ok, aujourd'hui, la principale source de revenus des musiciens, c'est le streaming. d'accord. Alors que avant, c'était les supports physiques, CD audio en particulier. Mhm. Voilà. Je croyais que les musiciens, enfin artistes-interprètes, faisaient essentiellement leurs gros revenus sur les concerts, par exemple. Alors il y a eu une phase intermédiaire, effectivement, mais à l'origine, avant 2000, c'était vraiment les supports physiques qui faisaient l'essentiel. D'accord. Bon, donc l'idée c'est de dire bon, comment préparer le moment Spotify de l'IA générative. Il y a beaucoup de recherches en fait sur ces sujets, de la recherche fondamentale, et y compris par les GAFAM, étonnamment, Mhm. mais des laboratoires de recherche un peu partout dans le monde pour essayer de trouver des solutions de traçage des œuvres originales. Problème, on le sait tous, l'IA générative comme l'IA de manière générale, c'est souvent une boîte noire. Mhm. On n'arrive pas à ouvrir le capot et de voir les circuits et comment tout ça évolue. Donc c'est assez compliqué.
Donc il y a des solutions euh, de traçage, hein, des solutions de tatouage. On essaye par exemple, faire un filigrane sur une image originale qui résiste Ouais. à la transformation par l'entraînement quand c'est mélangé avec des millions d'autres contenus. Mais sans empêcher le mélange, justement, parce qu'il y avait d'autres solutions pour protéger les auteurs, qui étaient justement de mettre une sorte de glaçage en glaise pour rendre l'image inutilisable, en fait. Ou bien Oui, même pour pervertir ou pour, comment dire, pour massacrer un peu la base de données de l'apprentissage, notamment dans ces Night Shift, Night Scale, je crois qu'il fait ça. Donc, dans votre solution, enfin, dans la solution du watermarking, c'est juste pour le tracer, c'est pas pour rendre l'utilisation impossible. voilà, bah, effectivement, il y a tous les objectifs donnent lieu à des recherches, des travaux de recherche différents. Là, ce dont je suis en train de parler, c'est les travaux de recherche qui permettent de retrouver l'origine et les poids relatifs des différents contenus dans leur contribution à la formation de contenus générés. Ok. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de recherches profondes qui est faite. Et donc notre think tank a évalué un peu toutes ces solutions jusqu'à trouver cette solution avec une forme de d'identification dans le contenu généré de traces d'ADN des contenus originaux. Euh, alors, j'en ai pas mal parlé, et effectivement, bah, les gens qui sont dans les organismes de gestion collective ou, ou des auteurs, bah, c'est assez compliqué parce que c'est quand même la pointe de l'état de l'art et de la recherche. Donc, c'est des sujets qui sont très vite, très techniques, très compliqués. Donc, l'idée, c'était de dire, bah, est-ce qu'on est capable de faire un démonstrateur, au moins pour essayer de faire comprendre un peu comment ça marche. Mhm. Donc, si vous voulez, bon, j'ai ici le démonstrateur, donc Allez-y, je peux pas le de mettre en problème. partage d'écran, et L'écran puis est à comme ça, vous. je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, voilà, est-ce que vous Ok, voyez? c'est bon, impeccable. Bon, voilà. Donc ici, j'ai trois. Alors, il est en ligne, hein, donc si vous regardez l'adresse Le web, link face, ouais, ok. n'importe qui peut y aller directement lui-même sans passer par personne d'autre. Ok. Bon, là ici, j'ai trois images générées qu'on a mis comme ça, mais il y a une zone grise hein, en dessous, on peut mettre celle qu'on veut. Mhm. Y compris une qu'on fait soi-même? Oui, oui, bien sûr. Ok. Oui, oui. Bon, donc là, ces trois images générées, l'idée c'est, bah, peut-on, dans une image générée, identifier des images originales qui ont contribué à l'entraînement de l'IA générative. Donc là, si je Mhm. clique sur le chat, il va rechercher dans une base de données, alors qu'on a cherché qui est en open source, hein, ce ne sont Ouais, pas ouais. des images d'auteur, mais enfin on fait comme si. Et c'est une base d'images où il y a 10 millions d'images qui sont en open source. En fait, on a pris la plus grosse des bases de données disponibles légalement. D'accord. Et donc, en fait, il identifie quelles sont les images dont l'ADN, dont on va retrouver finalement des traces d'ADN, entre guillemets, les plus proches possibles de l'image générée. Et sur cette base-là, avec un calcul statistique, on calcule, bah, je prends la première image là, du chat noir et blanc, Mhm. on dit bah, lui, son taux d'attribution, c'est 15%, et si on retrouvait de manière récurrente cette représentation dans l'image et à l'échelle d'une utilisation normale de cette IA générative, l'auteur pourrait envisager d'avoir 230 euros de rémunération mensuelle et les ayants droit 460 euros. Et on a même le nom de l'auteur de cette photo, il s'appelle India Don't Stop. Mhm. Et si je clique dessus, il y a même l'URL qui a été retrouvée. D'accord. Voilà. Donc vous voyez un peu l'idée, Ok. comment ça fonctionne. Euh, le, la, la démonstration que fait cet outil, c'est que
il est techniquement possible aujourd'hui d'avoir une solution économiquement fiable et rapide, puisque vous avez vu, il a pas fait semblant, hein, il a Ah vraiment ouais, été chercher dans 10 millions de photos préexistantes. d'accord. Il a vraiment calculé des similarités et le résultat s'est fait en quelque temps et en consommant enfin il y a pas énormément de consommation de puissance machine, donc c'est économiquement viable. Ok. Et le gros avantage de cette méthode, c'est que elle n'ouvre pas le capot de l'IA générative. Elle le Donc, fait oui, donc ils vont en pas avoir automatique. peur de leur code source et de leurs algorithmes, etc. Enfin, de la... Exactement. Ok. Donc en fait, ça fonctionne. Alors le terme technique, c'est par similarité vectorielle. En fait, le vecteur, c'est comme, c'est des traces d'ADN. En fait, c'est la signature de l'ADN. Donc on va regarder, calculer la signature de l'ADN du contenu généré et on va le comparer à leur équivalent dans les images sources. Et c'est D'accord. sur la ressemblance qu'on va établir une provenance. Voilà. Vous voulez qu'on prenne d'autres Oui, exemples ou, on peut essayer avec la ah photo bah, sous-marine ou bien une que vous récupérez alors, bah, d'IA. faisons-le avec la rose. Mhm. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Le résultat, voilà, bah, vous voyez, il est encore Et plus. donc, si on travaille juste sur cette photo-là, quand on fait défiler toutes les photos qui sont à droite, est-ce que ça signifie aussi que pour cette rose-là qui est à gauche, quand on additionne le pourcentage de toutes les photos de droite, on arrive à 100%, ou bien ce n'est pas mathématiquement aussi simple? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Alors là, il s'avère que si on additionne les taux d'attribution des 9 ou 10 images là qu'il y a sur la droite, le total va faire 100%. Mais en fait, on l'a fait, enfin, on en a choisi 9 ou 10 de manière arbitraire. Parce que en fait, dans la vérité, l'entraînement est fait avec des dizaines de milliers de photos équivalentes. Mais simplement, bon, il faut Ah bien. ouais. Bon, on pourrait hein, techniquement mettre les 10 000, mais bon, je pense Ah que ouais. ça n'a pas tellement de sens. La lead, Et quand vous faites votre calcul des rémunérations, vous vous êtes basé sur quel type de chiffre ou de barème ou de tarif ou autre? euh, eh ben en fait, on a des idées assez précises sur. Alors là, en l'occurrence, l'IA générative qui a produit cette rose, c'est Flux. Voilà. Donc Mhm. on sait quel est le chiffre d'affaires de Flux, combien il a d'utilisateurs. Donc, ça donne une idée Ouais. On sait aussi combien les utilisateurs génèrent d'images par mois. Mhm. En faisant une petite règle de 3, ça donne D'accord. une valeur faciale à la rose générée. Donc, on se dit, bon, ben voilà, elle vaut tant. Maintenant, euh, en admettant qu'il y ait 15% qui aille aux auteurs, et qu'on le répartisse au prorata des ressemblances identifiées, Mhm. voilà au quoi on aboutirait. Et donc, ça voudrait dire que Flux, dans cet exemple-là, Oui, ou Dali ou Midjourney, etc., accepte volontairement d'adhérer au système oui, pour c'est dans que derrière l'hypothèse. les auteurs puissent venir. Oui, absolument. C'est dans l'hypothèse, effectivement, où Flux ou Dali fait un deal avec les auteurs en leur disant, bon, bah, à partir de maintenant, je suis d'accord pour vous rémunérer. Bon, D'accord. donc ça viendra soit de manière réglementaire, soit avec la pression des procès, Mhm. soit plus vraisemblablement, à mon avis, parce que il y a un intérêt objectif en fait, Oui, c'est in ça. fine, Ouais. à collaborer entre les auteurs, comme pour Spotify en fait. Et Mais c'est ce c'est- que j'explique aussi dans mon bouquin, c'est que pour moi, pour que la cohabitation devienne vivable, il va falloir développer des éthiques ou des labels ou des choses comme ça qui vont démontrer que à l'utilisateur de l'IA qu'il ne risque pas lui-même de procéder en contrefaçon parce que en amont, on a utilisé que des images pour lesquelles il y a eu accord de l'auteur et rémunération de celui-ci.
Bien sûr, oui. En fait, mais d'ailleurs, ça a commencé, hein. Il y a, par exemple, Mistral qui a fait un deal avec l'AFP, Ouais, ouais. OpenAI qui a fait un deal avec Le Monde. Ouais, ouais, j'en parle aussi dans mon livre d'ailleurs. Ça, Il y en a maintenant de plus en plus, hein. Mais pourquoi? Alors, ça marche avec les médias, mais pas avec mais pas avec les auteurs. Pour quelles raisons? C'est essentiellement pour des raisons techniques. mais il C'est y a parce déjà, alors j'en que, parlais dans mon livre, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a déjà, au moment où j'ai sorti le livre, donc fin juin l'année dernière, une IA générative d'images qui affirmait ne fonctionner qu'avec des images d'auteurs rémunérés. Et donc ça, oui, c'est un deal, on va dire, il y avait moins d'images dans la base d'entraînement, mais elle affirmait que c'était 100% éthique enfin, oui. grâce à ça plutôt. Et je pense que c'est le sens de l'histoire de toute façon, parce Mhm, que en fait, si le scrapping d'Internet était de si bonne qualité que ça, il n'y aurait absolument pas besoin de faire des deals avec les médias mhm, ou d'acheter des bases de données. Le seul problème, c'est que, comment dire, quand OpenAI fait un deal avec Le Monde, il a accès à toute la base de données, mais derrière, Le Monde ne va pas rémunérer les auteurs. non, Moi, personnellement, je suis chroniqueur dans Le Monde, j'ai pas reçu 1 euro en c'est plus. sûr. Bon, Mais vous donc, verrez d'ailleurs dans mon bouquin, je fais pas mal enfin, je cite quelques critiques qui vont exactement dans le même sens que ce que vous dites. Ça ne va pas profiter aux auteurs finaux, sauf si on met en place quelque chose de vraiment éthique. C'est certain. exactement. Donc, le modèle des organismes de gestion collective, donc comme la SACEM, la SACD ou d'autres Ouais. organismes, Adami ou d'autres La organismes de SAIF, gestion ADAGP, collective, etc. exactement. Oui, évidemment pour les photographes. Ouais. Bah ceux-là, ils vont pas vendre leur base de données sans l'accord des auteurs. Ouais. Donc c'est voilà. Donc il manque un outil qui permette de mettre en place une rémunération équitable des auteurs. Mhm. En fait, on avait le même problème il y a, alors ça remonte à très très longtemps, quand on a commencé à dire va falloir faire de la rémunération équitable, comme, enfin, dans les discothèques ou dans les bars, les restaurants, etc. Mhm. En disant, bah, si il y a une musique qui est jouée dans une discothèque, Et il maintenant, est, les cimetières. pardon, Et maintenant, les cimetières pour les musiques. oui, Ouais. eh ben, il faut impérativement qu'il y ait une rémunération pour le musicien et les autres ayants droit. Mhm. Et donc, on a mis en place des systèmes d'écoute dans un échantillon représentatif de discothèques, et puis un système qui était l'ancêtre de Shazam, qui écoutait ce qui se passait dans les discothèques pour produire une documentation détaillée et qui Mhm. permettrait, grâce aux organismes de gestion collective, de rémunérer équitablement les musiciens. En fait, c'est le même sujet aujourd'hui. Ouais. Simplement, on a changé de niveau de difficulté technique, mais bon, la technique a évolué elle-même dans l'intervalle. Ouais. Donc Et c'est le si même par sujet. exemple, admettons que mid-journée, je dise, tiens, ok, je vais jouer le jeu, je vais enfin, je vais accepter de rémunérer les auteurs sur ce fonctionnement-là, ça veut dire qu'elle doit mettre à disposition de votre structure, ou en tout cas de celui qui va exploiter le système, la base de données d'entraînement avec laquelle mid-journée tourne, pour le coup. C'est-à-dire que chaque système ne peut marcher que si la base de données de cette IA-là, en termes d'image, est accessible pour que le calcul puisse se faire, si je comprends bien. Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il y aurait un deal entre un syndicat d'auteurs et Midjourney ou un autre, à partir de ce moment-là, il doit donner un minimum de visibilité en Ouais. disant, bah, écoutez, voilà, en fait, il doit faire comme les discothèques, il doit donner un échantillon représentatif de contenu généré sur Ouais. lequel on va pouvoir faire des statistiques en regardant, en faisant des comparaisons d'ADN avec les contenus originaux. Oui, mais pour ça, il faut aussi qu'il démontre sur quelle base il y a eu entraînement. C'est-à-dire que juste les contenus générés, ça va dépendre aussi des prompts que les utilisateurs mettent. Alors que pour l'entraînement, il a sa base de données de je sais pas combien de milliards d'images dans laquelle se trouvent potentiellement des images qui sont les œuvres des auteurs de cette société de gestion des droits collectifs. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ben, de toute façon, il fera pas de deal
avec l'organisme de gestion collective, hein, si c'est pas pour entraîner sa base. Donc de toute Ouais. façon, on le sait nécessairement. Et à partir du moment où on a un échantillonnage suffisamment clair, on est, on a la capacité de faire une rémunération équitable des auteurs. Mhm. Donc si par exemple le deal c'est, bah écoutez, pour pouvoir exploiter votre base de données, je vous rémunère 15% de mon chiffre d'affaires. Il va donner à l'organisme de gestion collective 15% de son chiffre d'affaires tous les mois, plus un, des bases, une base de données statistiques en disant bah voilà les analyses vectorielles que j'ai utilisées et sur cette base-là, l'organisme de gestion collective va faire son job habituel. Ouais, elle va répartir entre ses propres auteurs. Exactement. Mm. Alors je reviens une seconde sur le, puis après Allez-y. je vais fermer pour dire que ici si avec les chiffres que je viens de vous donner, je viens de vous dire 15%, je viens de vous dire le chiffre d'affaires identifié par Flux ou d'autres, hein, ici vous avez la possibilité de modifier directement tous les paramètres. Hein. Je vous laisse repartager l'écran parce que j'avais arrêté la capture Ah, pour autant qu'on pour se voit moi. mieux. Non, non, c'est moi. Ok, Ok. vous l'avez? Oui, je l'ai. Voilà, donc les paramètres, là, il y a un petit panneau hein, Mhm. que je clique et qui permet de modifier tous les paramètres dont je viens de vous parler si D'accord. jamais bah, vous avez d'autres chiffres que les nôtres. Ok. Voilà, donc ça permet de faire soi-même sa propre, ses propres D'accord. simulations. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà des contacts avec, par exemple, des organismes de gestion des droits collectifs en France sur ce système-là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment est-ce qu'il y a des contacts concrets ou? Ah oui, oui, bien sûr. Non, Ouais. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en tant que think tank, bah, on réfléchit au sujet, donc on va aller voir où en est la recherche, et puis à un moment donné, on se dit bah tiens, la recherche, elle aboutit quand même à des choses. Donc on fait un démonstrateur hein, avec les chercheurs, et puis bah, je l'ai présenté à l'IA Summit le mois dernier. Mhm. En le présentant, bah, il y a des journalistes qui sont venus me voir, D'où et les articles, pardon. d'où les articles que vous m'avez Et envoyés. du coup, bon, j'ai eu deux grandes pages dans Libération et dans Le Dans le Soir soir. de Bruxelles. Figurez-vous que ma mère m'a donné alors que j'étais en Belgique à ce moment-là. Elle dit tiens, regarde, c'est pour toi ça. Voilà. Et donc, bah, il y a eu énormément de retombées et j'ai été sollicité par énormément de personnes, hein, et en particulier les organisations collectives qui disent, bah, écoutez, voilà, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ok. Donc, du coup, ça crée. Je pense que on va très vite voir sur la base de ce simulateur des D'accord. produits qui sont faits par des sociétés qui vont être capables de mettre tout ça en œuvre. Mm. Ben, ça Sur... va peut-être réconcilier aussi en partie les auteurs avec l'IA, parce que si s'ils sont plus uniquement victimes de pillage, mais que derrière il y a quand même une contribution, enfin une rémunération possiblement croissante, ça va peut-être apaiser un petit peu la situation. Ah oui, moi je pense franchement qu'il y a un potentiel gigantesque hein, pour les auteurs. Je pense que ils vont pouvoir plus que doubler leur rémunération à partir du moment où un outil comme celui-là est mis en œuvre. Parce que l'IA générative développe les capacités, ben, rend des services incroyables. Hein. Bon, on le sait tous, hein, on commence à Mhm. l'utiliser, donc ça fait des revenus supplémentaires, et donc la part des auteurs peut augmenter à partir du moment où il y a ce genre d'outil qui est Mhm. implémenté. Donc, le prototype, il faut qu'il devienne un produit, hein, dans l'ordre. D'abord, la Oui. recherche doit devenir quelque chose avec une application. L'application doit faire un prototype. Le prototype doit faire un produit. Et puis après, il faut qu'il y ait des deals qui soient Ouais. faits entre les représentants des auteurs et et les exploitants. Ou alors, il y a une autre solution, c'est que bon, vous avez vu le moment DeepSeek qui est arrivé quelques jours avant
avant le sommet de l'IA. Et la promesse, c'est que il sera quasiment, enfin, ça va démocratiser l'IA générative de manière incroyable, au point qu'il n'est pas impossible que certains organismes de gestion collective fassent leur propre IA propriétaire. D'accord. Ça va, ça va se développer de plus en plus. Donc, à partir de ce moment-là, si elles font leur IA propriétaire, elles n'ont plus besoin de personne, Ah oui. et elles implémentent elles-mêmes ce genre d'outils. Avec peut-être un effet vertueux qui sera que les grosses sociétés type OpenAI n'auront plus d'autre choix que d'être éthiques parce que sinon elles n'auront plus assez pour alimenter leur base de données sous réserve qu'on puisse les empêcher de scraper de tous les côtés illégalement. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que tout ça va dans le sens d'un moment Spotify. Mhm. Il y a une convergence, à la fois la pression réglementaire, à la fois l'intérêt économique des exploitants d'avoir accès à des bases de données de bonne qualité, Ouais. à la fois la pression des auteurs. On voit avec les mouvements qu'il y a eu, juste là, il y a encore quelques semaines en Angleterre, Mhm. Ouais. où on a eu le mouvement euh, Is this Fairly, what we Fairly, je want, sais plus quoi là, oui. avec un titre de disque muet. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Moi, j'avais vu toutes les couvertures des journaux de la Oui, presse quotidienne qui avaient tous le même logo, qui était je sais plus si c'était Fairly Trend ou un make truc it comme ça. fair. Voilà, Make it fair. voilà, make it fair. Et non, c'est un autre, mais qui a été aussi, il y avait Elton John, je crois, dans le groupe des musiciens. Enfin, il y a eu plusieurs milliers de musiciens et qui se sont syndiqués pour faire un album silencieux intitulé Is This What We Want? Oui, voilà, mais c'est pas mal, oui. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc, il y a une convergence. Il y a une convergence, et à partir du moment où c'est techniquement faisable, ça va être fait. D'accord. Après, qu'est-ce que vous voyez comme délai, par exemple, pour qu'en France, des organismes de gestion des droits collectifs puissent commencer concrètement à utiliser le système? Est-ce que vous avez déjà des vues planifiées comme ça, avec des échéances probables, ou bien est-ce que ça reste encore concret, abstrait plutôt? Là, d'abord, c'est un peu frais, hein, quand même. Oui, Ça vient de sortir. Il y a effectivement pas mal de personnes qui me disent comment ça marche, euh, comment on pourrait le mettre en place, hein. Donc, la réflexion est en cours. d'accord. Ok, bah c'est super, c'est intéressant tout ça. Vous me tiendrez au courant quand vous avez des étapes majeures, comme ça, soit je vous réinvite, soit je fais un petit article sur mon blog pour compléter, euh, pour compléter ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais pas me targuer d'être la plus lue pour ça, sur ces matières-là, mais si déjà tous mes lecteurs habituels qui ont, pour certains, peur de l'IA, et d'ailleurs je constate un phénomène très étonnant, c'est que quand je mets un article en relation avec l'IA sur mon blog, j'ai une vague de désinscription dans ma newsletter. Je crois que certains en ont plein le dos d'en entendre parler. Peut-être parce qu'il y a cette peur-là de se faire piller leur travail. Alors que moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est au contraire des réflexions pour protéger leur travail et pour arriver justement à ce que ça reste vertueux si possible, ou en tout cas pour les avertir de ce qu'ils peuvent faire quand ça ne l'est pas. Mais c'est très étrange parce que je n'ai ça avec aucun autre type de contenu. Systématiquement, là je vais l'avoir encore, hein, quand je vais publier l'article qui va dire allez voir cette vidéo, il y a des gens qui se désinscrivent en masse. Alors c'est pas grave, moi je fais mon boulot, ça va pas m'empêcher de vivre, mais c'est dommage parce que certains se mettent la tête dans le sable en se disant ben on n'y pourra rien, je veux plus en entendre parler. Alors que non, au contraire, il faut en parler maintenant. Oui. Moi, je pense que on a tous les, comment dire, si on se met de la place des auteurs, effectivement, c'est anxiogène, hein. Ce climat, ce climat où ils ont l'impression qu'ils vont se faire écraser Mhm. par une machine, hein, qui est extrêmement puissante. Euh, mais en fait, on arrive au moment où, j'ai dit le moment Spotify, hein, le moment où les perspectives de gain vont être supérieures aux perspectives de perte. Mhm. Et là, l'opinion va se retourner. Ouais. Enfin, j'imagine. Possible, en tout cas, oui. Enfin, si je fais un parallèle, en tout cas. Ouais, ouais. Souvenez-vous, au moment de Spotify, les musiciens qui étaient catastrophés,
Et pendant 15 ans, vous imaginez le Ouais, revenu ouais. baisser tous les ans. Ils se Mm. disaient, mais il y a un moment donné, la musique va disparaître puisque les créateurs ne pourront plus en vivre. Mhm. Et puis tout d'un coup, il y a des revenus nouveaux. Tiens, je peux gagner de l'argent avec le streaming. Tiens, bah à ce moment-là, ça y est, quoi. Oui, le modèle économique change et donc Exactement. Et le d'ailleurs, pessimisme se transforme petit à petit, quoi. ça s'est vérifié dans les chiffres. Mm. Mais ça se fait pas comme ça, malheureusement, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais je pense que tous les signes sont en train de converger pour que justement il y ait un retournement de tendance dans les prochains mois, on va dire. Bah, l'avantage, c'est que par rapport à l'époque de Napster et compagnie, la technique va plus vite, mais peut-être que les réponses techniques vont plus vite aussi, en fait. Oui, 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 tout à fait. Bah oui, on voit les cycles d'innovation sont plus courts. Mhm. Donc du coup, ben, une situation qui avait l'air complètement désespérée, tout d'un coup, vous avez vu le moment DeepSeek, c'était incroyable. Tout le monde disait, bon, de toute façon, c'est pas la peine de vous intéresser à l'IA générative si vous n'avez pas 1 milliard pour entraîner votre, bon, bah, personne n'avait 1 milliard, donc Mhm. il fallait se rabattre sur d'autres choses. DeepSeek arrive, il dit, bah non, en fait, on peut faire une IA générative. Alors c'est pas tout à fait un grand modèle hein, parce que ça reste de la distillation ou du fine-tuning, mais il n'empêche Mhm. qu'il a fait la démonstration que un organisme plus petit pouvait avoir accès à sa propre IA générative. Ouais. Donc des trucs comme ça, il y en a presque toutes les semaines en ce moment. Les cycles Mm. d'innovation sont tellement courts que c'est le feu d'artifice permanent. Donc Oui, donc vous, du côté de la recherche de solutions, ça va plus vite aussi. exactement. Et vous êtes Donc combien techniquement enfin, sur le plan vraiment technique, les ingénieurs ou je ne sais pas, qui travaillent sur votre simulateur et votre système, vous êtes combien en fait? alors, on fonctionne en réseau, hein, donc c'est plutôt par cercle concentrique. Mais en tout cas, avec toutes les sociétés qui sont venues me voir pour me dire, ah bah tiens, d'ailleurs, le simulateur que je viens de vous montrer, il est en open source. Ah oui, C'est-à-dire que n'importe qui, donc je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il y ait des propositions commerciales qui sortent à partir de là. Je pense que ça peut aller très très vite. d'accord. Ok, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ben, merci à vous Ben, pour merci. pour votre accueil. Et Ben, puis, impeccable. Moi, je vais surveiller ça de près. Est-ce qu'il y a un site aussi où on peut surveiller vos travaux, l'avancée, les... bah, en fait, en général, non, non, on est assez. Ben, vous allez être obligé de me tenir au courant alors. Oui, oui, en fait, on publie dans la presse à chaque fois qu'on a un truc D'accord. un peu nouveau, mais le quotidien, bon, on fait ça très mal, Non, mais il n'y a malheureusement. pas de problème. Je vais suivre vos publications sur LinkedIn, comme ça je vais peut-être Ah, rater mais sur avec un peu de LinkedIn, temps. ouais, 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 sur LinkedIn. Ok, bon là, pas de problème. Je relayerai ce que je trouve. Et puis, si à un moment vous avez une avancée majeure, ou bien même, je sais pas, une enquête à faire auprès des photographes ou des choses comme ça, outre les organisations comme l'UPP ou la FFPMI, ben n'hésitez pas aussi à me la relayer pour que je puisse la faire suivre Ah et la bah, servir. avec grand plaisir. Ben, moi, je parle très volontiers avec des photographes, hein, s'ils ont une réflexion à m'apporter sur le Mhm. sujet et qu'on essaie de trouver quelque chose ensemble pour présenter enfin une réflexion aboutie à un syndicat professionnel, je suis évidemment ouvert. Ok, super. Ben, merci à vous. Ben, je vais arrêter l'enregistrement dans un instant, puis je vous garde un peu avec moi. Ok. Et ben, merci. Et puis à très bientôt alors. À bientôt.